Bonjour, bienvenue à votre émission Talk Marché, une émission qui permet de décrypter les marchés financiers. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux sociétés de gestion, Taylor Asset Management avec Shagir Manji. Bonjour Shagir. Bonjour Benjamin. Bonjour. Et Invest AM avec Gilles Etcheberry-Garay. Est-ce que je l'ai bien dit? Parfait. Bon, pour une fois, je trouve quelqu'un qui a un nom un peu plus compliqué que le mien à prononcer. Voilà, c'était pas évident. Bonjour messieurs. Donc, bonjour Benjamin. En ces temps un peu difficiles, je crois que c'est important et je crois que tous les conseillers qui peuvent travailler avec vos fonds seront ravis d'avoir un petit point macro sur ce qui se passe en ce moment et quels sont les impacts sur votre gestion. Donc très rapidement, Invest AM, c'est une société qui a été créée en 2011, qui est une filiale du groupe Cyrus, qui gère aujourd'hui 5 fonds avec à peu près 1 milliard d'euros d'encours, c'est ça hein? Tout à fait, avec les fonds Latitude. Avec la gamme de fonds Latitude que beaucoup de conseillers connaissent. Taylor Asset Management, c'est donc groupe DPLK, 1,2 milliard d'encours sous gestion, 9 fonds, dont 3 fonds multiclasses d'actifs dont vous vous occupez, Shagir, c'est ça, hein, fonds en multigestion. Tout à fait, avec Pauline Tuchella. Voilà, bon. Alors, messieurs, Troisième Guerre mondiale, cataclysme, plus grave que le Covid. Concrètement, la situation est assez compliquée. Est-ce qu'on est dans une situation qui est plus grave que le Covid? Quels vont être les impacts sur l'économie, sur les marchés? Quelle est votre analyse aujourd'hui de ce qui se passe, au-delà de l'impact émotionnel qu'on peut tous avoir sur ce qui est en train de se passer, sur cette guerre? Shagir? Oui, alors d'abord et avant tout, comme le Covid il y a 2 ans, c'est un choc exogène. Alors je dirais que d'abord, avant tout, on rentre dans une période avec un nouvel ordre, je dirais, géopolitique mondial, compte tenu de l'événement qui est un événement majeur. Donc vraiment un nouvel ordre géopolitique au niveau mondial. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est que, évidemment, la grande incertitude de ce conflit, c'est la durée de ce conflit. Tout dépendra, l'impact économique sera très dépendant évidemment de la durée. Donc clairement un impact économique très fort sur l'Europe, plus modéré sur les États-Unis et encore plus modéré, je dirais, sur le plan international et mondial. Je crois qu'on peut identifier par contre des grandes tendances suite à ce conflit, suite à cet événement majeur. On peut identifier 3 grandes tendances. La première, c'est une recherche de l'indépendance énergétique de la part de l'Europe et donc une accélération de la transition énergétique. Le deuxième point, c'est une accélération, une forte augmentation des dépenses militaires. Et le troisième point, c'est toujours, je pense, une augmentation des dépenses de santé. Donc voilà 3 axes sur lesquels on peut plutôt regarder sur le moyen terme. Pour ma part, je dirais que la réponse de l'Europe face à cet impact récessif va être probablement une forte augmentation du déficit, un creusement important du déficit, ce qui me fait dire que la politique monétaire de la BCE va être quand même assez accommodante, malgré l'inflation, parce que la BCE va regarder ce qu'on appelle l'inflation de moyen terme, et elle va regarder évidemment l'inflation core, alors que l'inflation globale va fortement monter en Europe. On était à 3,6 en France récemment. Donc voilà, tout à fait. N'oublions pas que les salaires en Europe, finalement, la croissance des salaires est relativement modérée, autour de 2,5, 2,6. Donc je pense qu'on aura une politique monétaire plutôt accommodante, et là on va évidemment vers une divergence entre les États-Unis, la Fed et la BCE, ce qui explique en partie la forte hausse du dollar ces derniers jours. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur ce conflit. Évidemment, à court terme, on sera très corrélé à l'évolution du prix du pétrole sur les marchés. Parce que comme on a pu le voir hier avec une hausse de plus de 7% du CAC 40 parce que le baril reperdait entre 10 et 15 dollars. Pardon voilà. Gilles? Non, hier c'était plutôt du short covering parce qu'on avait un espoir de paix en Ukraine. Donc hier on a vu tout ce qui avait monté se retourner violemment. Il n'y a pas de liquidité. Et effectivement, les shorts se sont rachetés et ont fait du plus 7%. C'est des choses qui arrivent dans les marchés baissiers quand les shorts se rachètent et qu'il n'y a pas de liquidité. D'accord. Tout est corrélé, pétrole, dollar, taux, enfin voilà. Alors du coup Gilles, votre vision, je reviens juste, effectivement on a l'impression que les États-Unis seront globalement moins impactés parce qu'indépendants sur le plan énergétique. Alors je suis un peu plus mitigé sur les émergents, sur le reste du monde parce que un pays comme la Chine est très dépendant malgré tout des importations de pétrole et avec un prix aussi élevé, voilà. Tout à fait, ils sont percutés. Et il y a aussi, faut pas oublier le prix de l'alimentation pour les émergents. Bien évidemment. Parce que l'Ukraine
et la Russie sont des très gros producteurs de blé et surtout exportateurs pour l'Ukraine, puisque c'est 12% du marché du blé. Je voulais juste revenir sur 2 points, sur la conséquence géopolitique et sur le choc ukrainien. Je dirais que ce choc, c'est l'équivalent sur les matières premières de ce qu'a été le Covid sur les chaînes de production. Un choc exogène et qui permet de remettre en perspective ou de re-envisager la globalisation, en particulier sur le niveau des matières premières. En revanche, sur le plan géostratégique, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que tout dépendra de ce qui adviendra de Poutine. Parce que si c'est le début de la fin du régime de Poutine, ce qui est une possibilité encore, c'est pas forcément les Russes. On peut peut-être souhaiter d'ailleurs, mais je pense qu'il est globalement extrêmement souhaitable. Toutes les leçons géopolitiques qu'on en tire sur l'indépendance, alors ça dépendra du successeur, mais je pense qu'un éventuel successeur sera probablement un Siloviki, un élément des services de sécurité, mais peut-être n'aura pas la même vision impérialiste ou de retour en arrière sur le RSS. Donc fera que, effectivement, les leçons qu'on tire aujourd'hui ne seront peut-être pas vraies dans 2 ou 3 ans. Je veux dire, tout dépend fondamentalement de ce qu'adviendra de Poutine et de son régime post-règlement en Ukraine. Et quand on a une guerre éventuelle avec l'OTAN ne veut pas y aller, mais aujourd'hui les Russes ne sont plus en mesure militairement d'aller plus loin que l'Ukraine. Ils ont perdu déjà il y a 75% de l'armée de terre russe qui est engagée en Ukraine. Elle a perdu 5 à 10% de son matériel et de ses hommes. Elle n'est plus en état de combattre un autre conflit avant un petit moment. Donc je dirais que ces conséquences... on se prépare, mais si jamais le régime de Vladimir Poutine était atteint et il devait partir dans des délais assez brefs, ça changerait à nouveau les conséquences géopolitiques. S'il reste durablement, ce qui a été dit reste vrai, parce que l'Europe va devoir se repositionner en termes de défense, d'énergie, pas mal de sujets. Mais c'est pas encore complètement écrit. Donc finalement, on va piloter à vue. S'il reste, mécaniquement, on réorientera sur des valeurs plutôt sur la défense, sur des choses comme ça. Sur l'énergie, l'indépendance. Sans l'énergie était déjà, c'est un thème qu'on avait. On n'a pas assez investi sur l'énergie. La transition énergétique demande des matières premières, demande un prix de l'énergie cher pour accélérer. Donc tout ça, c'est ce qu'on a maintenant. Je veux dire, il y a une vision tactique, il y a un problème énergétique mis en valeur par l'Ukraine, mais il était déjà sous-jacent. En dehors de l'Ukraine. Donc voilà. Avec les métaux précieux en Chine aussi, que suite au Covid, il y avait aussi ces problématiques. Les métaux rares, pas les métaux rares, pardon. Oui, les métaux rares. Tout à fait. Non, voilà, donc il y avait déjà ce thème qui était sous-jacent et qui a été encore plus mis en exergue par l'Ukraine et qui va continuer au-delà de ce qui se passe en Ukraine, et on espère que ça se passera. La relocalisation finalement, en grande partie aussi. La relocalisation, on l'a bien vu au moment du Covid, ça marche pas vraiment. C'est plutôt rendre plus robuste une chaîne d'approvisionnement et plus diversifiée. Je pense pas que on a parlé de la démondialisation. On voit 2 ans après le Covid, puisque c'est un choc sur les chaînes d'approvisionnement. On n'a pas vraiment de démondialisation. Il y a juste des gens qui, au lieu de mettre tout en Chine, maintenant mettent au Maroc et en Chine. Ils diversifient un peu. Voilà, c'est plutôt ça qui est le conséquence. Et sur les matières premières, on aura, si ça reste durable, on aura les mêmes conséquences, c'est-à-dire une plus grande robustesse et une moindre dépendance sur des choses critiques, donc avec un effort fait sur l'indépendance. D'accord. Bon, merci à vous, c'est très intéressant, on pourra en parler pendant des heures. Chaguir, du coup, dans votre gestion aujourd'hui, vous en multigestion sur vos fonds multiclasses, comment du coup vous déclinez votre vision macro sur votre gestion ? Est-ce que vous avez sorti les actions ? Est-ce que vous avez renforcé les obligations ? Qu'est-ce que vous avez mis en place justement par rapport à ça ? Alors tout à fait, donc déjà en gestion, vraiment les derniers jours là, on n'a quasiment rien fait, on a été assez statique parce que la baisse a été très brutale. En revanche, avant le conflit, on avait un peu cherché à rééquilibrer nos portefeuilles entre les valeurs dites de croissance et les valeurs cycliques. Quand on a senti que les choses commençaient à se détériorer, on a rééquilibré, alors qu'en début d'année, évidemment, on était plus sur ce resserrement monétaire qui était favorable aux valeurs dites value et les valeurs bancaires. Donc on avait rééquilibré un peu cette partie. On avait également cherché un peu à diversifier, étant donné qu'on savait qu'aux États-Unis, l'impact serait quand même moindre compte tenu de l'indépendance énergétique qu'on a aux États-Unis et le fait qu'il n'est pas dépendant du gaz russe, évidemment. Donc c'est le premier acte de gestion. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on a plutôt une allocation stratégique qui reste sur les tendances à long terme, c'est les secteurs que j'ai définis. Donc là, c'est les secteurs de l'énergie renouvelable, c'est le secteur militaire, le secteur de la santé, ces secteurs un petit peu, je dirais, moyen terme aujourd'hui, sur lesquels nous, on pense qu'on va rester longtemps. Et on a, face à ça, une allocation plus tactique qui est encore sur des valeurs cycliques dites value,
La raison, c'est qu'en cas de cessez-le-feu, en cas de normalisation des marchés, de nouveau, compte tenu de la forte baisse, il y a un potentiel sur ces valeurs, donc il est trop tard de sortir, ou il faut y être. Donc il y a une allocation stratégique, une allocation tactique, et côté taux et devises, je dirais que concernant le dollar, on conserve nos positions en dollars, parce qu'on voit une divergence de politique monétaire marquée sur l'année 2022 entre la Fed et la BCE. Et concernant le crédit, on cherche aujourd'hui à renforcer un petit peu progressivement la duration sur le segment de l'investment grade en Europe, compte tenu de ce qu'on a dit sur la BCE et des niveaux de taux qu'on aura et de l'impact récessif de la forte hausse des prix énergétiques. Donc renforcement un peu de la duration côté Europe sur l'investment grade, pour la partie taux. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire aujourd'hui de la stratégie de nos portefeuilles. Mais encore une fois, tout peut aller très vite, on le voit bien avec cette volatilité. Donc il s'agit de faire des choses à petits pas et pas des grands mouvements sur les portefeuilles. Je dirais, il n'y a pas de mouvement binaire, etc. C'est vraiment des petits pas dans un sens ou dans l'autre. C'est sûr que si ça s'arrête, le rebond sera très violent. Donc ça, de toute façon... Il y aura des choses qui rebondiront violemment. On peut parler des banques européennes, des choses comme ça. Après, on est dans un univers stagflationniste avec des banques centrales qui vont monter les taux. Donc on va se passer probablement d'un problème à un autre si ça se finit bien en Ukraine. D'accord. Et du coup, alors Gilles, sur votre gestion, comment vous avez décliné votre vision macro ? Nous, on était légèrement pessimistes, donc on était positionné sur les valeurs refuges, on était sur l'énergie, on était sur les taux américains, on l'a déjà dit, sur le dollar. Donc tous nos fonds sont positifs depuis le début de l'année, hein, même les fonds dynamiques. Donc maintenant la question est de savoir comment on arrive à faire la part entre ce qui est strictement lié à l'Ukraine. J'ose espérer que d'ici lundi, entre les pertes pour la population civile ukrainienne et surtout l'épuisement des forces russes et la difficulté qu'on arrive à un armistice d'ici lundi ou mardi. Donc faire la part des choses entre ce qui est purement lié à l'Ukraine et ce qui est quand même lié à un environnement stagflationniste avec une banque centrale qui va continuer à monter, puisqu'on a tous parlé qu'effectivement on tous dit que les États-Unis sont moins touchés, et il va falloir gérer la première hausse de la Fed qui est normalement la semaine prochaine. Et donc le cycle de la hausse de la Fed va devoir être géré et ces cycles-là se terminent rarement favorablement. Je veux dire, la Fed n'a pas un historique de soft landing très très prouvé, puisque je crois qu'il y en a eu un seul en l'espace d'une centaine d'années. C'était en 1994 et il y a eu un crash obligataire à la place d'un crash action. Donc voilà. Donc il va falloir gérer ça après l'Ukraine, si tant est qu'on puisse obtenir une solution dans les semaines qui viennent. Donc nous, notre positionnement, c'est effectivement plutôt défensif. On était très défensif, on a été positif. Maintenant, faire la part des choses entre ce qui est lié à l'Ukraine dans le cadre d'un éventuel cessez-le-feu et de ce qui est la part de ce qui est lié aux problématiques de montée des taux du Banque centrale dans un univers mondialement stagflationniste. Donc on saute d'une crise à une autre finalement. Un peu, on risque, enfin, c'est pas la même nature de crise, honnêtement. Ouais. Hein, il y a une guerre d'un côté avec des gens et de l'autre, c'est une banque centrale qui va monter ses taux. Mais en termes de marché, oui, c'est des problématiques qui vont être complexes à gérer. Très bien, merci. Alors du coup, vous parliez de juste pour conclure, puisqu'on a largement dépassé le temps, mais encore une fois, c'est tellement passionnant qu'on pourrait y rester très longtemps. Un chiffre marquant, vous parliez de votre gamme globalement positive. Si on prend Invest Latitude Équilibre, on est à combien Plus 3, on était hier à plus 3,96, là on est à 2,5 ou 3%. Bon, on a un peu baissé hier, voilà. D'accord. On est positif et Latitude est autour de patrimoine est autour de 4% aussi. D'accord. Chaguir, un chiffre marquant que vous souhaitez nous communiquer Alors évidemment, nous sommes en forte baisse parce qu'on est quand même pas mal investi en actions. On a une exposition en actions de l'ordre de 26% aujourd'hui sur le défensif. Néanmoins, hier, évidemment, avec le fort rebond, on va récupérer une bonne partie. Hein, mais je ne suis pas convaincu qu'on rentre durablement dans une phase de stagflation, pour ma part. D'accord. Je pense que la phase de stagflation, elle durera un temps relativement court parce que ça va soit déboucher sur une croissance normalisée par la suite, soit déboucher sur une récession. Mais je ne crois pas à une phase de stagflation de moyen terme sur l'économie mondiale et l'économie européenne ou américaine. Pour revenir juste à la Fed aussi, effectivement, normalisation de la politique monétaire, ça c'est évident, mais probablement une normalisation beaucoup moins rapide que ce qu'on avait anticipé compte tenu des événements là qu'on a eus. Donc je serais là aussi un peu plus regardant aujourd'hui sur les taux à long terme aux États-Unis qui avaient bien monté quand ils étaient montés au-delà de 2,05. Je pense qu'on va vers
une forme d'asymptote sur les taux à long terme aux États-Unis, probablement dans un avenir assez proche, peut-être à 2,20, 2,5. Donc là aussi, une vision, je dirais, peut-être un peu moins négative sur ce plan-là, dans un proche avenir, bien évidemment sous réserve que le conflit en Ukraine s'arrête. Voilà. Bon, on était reparti un peu sur la macro. Messieurs, merci beaucoup, c'était passionnant. Bravo en tout cas pour cet exercice. Merci pour ces points de mise en lumière de ce qui se passe et de votre vision un petit peu des marchés. Et puis à très bientôt donc, dans une émission Talk Marché, en espérant que ce conflit se termine pour tout le monde. Voilà. C'est très clair, c'est quand même le point le plus négatif aujourd'hui. Gilles Chaguer, merci. Merci. Très bonne journée à vous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Bonne journée.